Y a-t-il au monde un mot plus chargé de sens et de prestige que celui de poésie? En est-il par contre un autre qui soit, plus que celui-là, aisément tourné en dérision et méconnu, si souvent employé et si mal défini? D'ordinaire, c'est le mot, ce sont les mots qui servent à signifier, à définir les choses, à les dégager de leur poids, à les rendre légères, mobiles et malléables par l'esprit. Or, il semblerait qu'en ce qui concerne celui-ci, on ait chargé la chose du soin qui incombait aux mots. On dit que telle ou telle chose est poétique. On croit s'entendre, mais on s'aperçoit vite que l'on ne s'entend pas si bien dès qu'on veut essayer de préciser pourquoi et comment telle ou telle chose est poétique ou ne l'est pas. Et peut-être tout simplement parce que, d'abord, la chose que l'on prétend désigner, on la place là où elle n'est pas. La poésie n'est pas dans les choses, à la manière où la couleur et l'odeur sont dans la rose et en émanent. Elle est dans l'homme, uniquement. Et c'est lui qui en charge les choses en s'en servant pour exprimer. Elle est un besoin et une faculté, une nécessité de la condition de l'homme, l'une des plus déterminantes de son destin. Elle est une propriété de sentir et un mode de penser. Tout le monde sait, tout le monde comprend qu'un poète ne pense pas de la même façon qu'un philosophe, un mathématicien, un savant, c'est-à-dire que pour lui, les choses ont dans le réel une autre valeur et que sa sensibilité et son esprit réagissent à leur contact de façon tout à fait différente. Il y a autant de façons d'être au monde que de catégories de sensibilité et de tournure d'esprit. Le propre du poète est de penser et de se penser à l'image, de considérer les choses dans la mesure où elles peuvent se prêter à la formation des images qui constituent son particulier moyen d'expression. Sa faculté majeure est de discerner dans les choses des rapports justes mais non évidents qui, dans un rapprochement violent, seront susceptibles de produire, par un accord imprévu, une émotion que le spectacle des choses elles-mêmes serait incapable de nous donner. Et c'est par cette révélation d'un lien secret entre les choses dont nous constatons que nous n'avions jusque-là qu'une connaissance imparfaite que l'émotion spécifiquement poétique est obtenue. Émotion d'autant plus intense, profonde et durable qu'elle n'ébranle pas seulement la sensibilité, mais qu'elle requiert, dans une mesure au moins égale, la connivence de l'esprit. Ce qui, tout en s'opposant diamétralement à la conception de la poésie comme vague état d'âme sentimental, ne veut toutefois pas dire que les sentiments n'ont rien à voir avec la poésie, mais bien que le rôle du poète n'est pas tant d'exploiter ce que tout naturellement tout le monde éprouve, mais d'en apporter et d'en susciter de nouveau, et d'enrichir par là le champ de la sensibilité et de la conscience humaine dans un renouvellement constant des aspects de la réalité. Car ce que l'on oublie, quand on reproche à la poésie actuelle ces innovations qui choquent et font scandale, c'est qu'elle obéit simplement aux exigences de sa fonction. Que tout ce qui est vivant doit se renouveler pour continuer à vivre, et que ce qui ne se renouvelle pas meurt. Nous sommes tous d'accord que Villon est admirable, mais il ne viendrait à l'esprit de personne d'affirmer que l'on n'aurait jamais dû cesser d'écrire comme écrivait Villon. Mais il y a plus. Si la poésie change de forme et d'aspect, si à chaque époque se modifient ses moyens d'expression pour vivre, pour n'être pas une simple répétition de formules toujours et inutilement les mêmes, c'est qu'elle remplit aussi un autre rôle, bien plus important et vaste celui-là, et qui est bien précisément la preuve de sa nécessité et l'explication, la justification de sa pérennité à travers toutes les transformations apparentes du destin de l'homme. C'est qu'elle reste toujours la même aide, la même arme au service de l'homme pour conjurer et lui aider à soutenir et supporter le poids de cet implacable destin. Cependant,
S'il y a dans la poésie quelque chose qui change constamment et ne peut pas se permettre de ne pas changer, il y a aussi quelque chose de constant et qui ne change pas, le mécanisme mystérieux par lequel l'esprit aboutit à l'image, la faculté de saisir en des objets absolument indépendants l'un de l'autre, séparés de nature et que, dans le sensible, rien ne semblerait devoir jamais rapprocher, des éléments assez justement concordants dans l'esprit, pour qu'un troisième terme soit créé, qui constitue cette nouvelle réalité intellectuelle, qui satisfait en même temps la sensibilité, laquelle seule n'eût jamais même pas été capable de la saisir. Eh bien, cette faculté primitive, c'est elle qu'il faut éclairer pour dégager ce qu'on entend par poésie, fonction ou sentiment poétique. Ainsi, nous arriverons à cette constatation que la poésie, au contraire de ce que beaucoup croient, n'est pas une chose superflue, un luxe, le produit contingent et aimable d'une forme quelconque de civilisation qui pourrait un jour disparaître pour faire place à quelque passe-temps plus sérieux. Je ne serais pas étonné que certains, même, la considèrent comme une simple manifestation de sottise, dont les hommes devraient non pas seulement se passer, mais se guérir, ce qui leur permettrait enfin d'aborder plus sérieusement et de mieux prendre les données brutalement affirmatives du réel. Il est plus étonnant de constater que, parmi les tenants d'une telle conception, figurent, encore qu'ils n'osent pas très ouvertement l'avouer, des hommes remarquables qui vouent par ailleurs leur vie entière et presque exclusivement les soins de leur esprit à une activité très voisine de ce mode d'être et de penser. Non, la poésie n'est pas cette chose inutile et gratuite dont on pourrait si facilement se passer. Elle est au commencement de l'homme. Elle a ses racines dans son destin. Or, le destin sort de l'instinct et tout le développement de chaque espèce commence là. C'est ainsi que l'oiseau vole et que rampe le serpent. La poésie est un instinct de l'homme qui est précisément entre la reptation et le vol, son instinct de créer, de s'élever au-dessus de sa condition qui le lie à la terre, mais seulement par la pointe du pied. Sans doute, cet instinct de créer se manifeste d'abord par des actes tout utilitaires, se nourrir, se défendre, s'abriter, mais bien vite par des actes plus libres, l'exercice de la pensée, à l'apparence de plus en plus gratuit. Je dis en apparence seulement, car il n'est rien au monde d'absolument gratuit. Et si, de nos jours, il ne manque pas de gens pour considérer la poésie comme une activité inutile ou frivole, ils se trompent. Elle continue d'être aussi liée au destin de l'homme qu'elle le fut jamais. Elle le sert, il s'en sert. Elle continue toujours à le préserver du réel tel qu'il est. C'est dans cette lutte contre le réel tel qu'il est, où se trouve engagée la conscience humaine, que s'affirme l'utilité du poète et que la poésie naît. C'est dans ce sens qu'elle sert, non pas à telle ou telle chose particulière à quoi l'on voudrait étroitement la contraindre ou l'enchaîner, mais comme manifestation du besoin irrépressible de liberté qui est dans l'homme. C'est elle qui lui sert le plus efficacement à se libérer. La poésie a toujours été la conséquence du malaise que certains êtres parmi les êtres éprouvent, et à un degré plus intense que tous les êtres, au contact du réel, de l'immalléable réel, une tentative de réduire ce réel à quelque chose de ductile, de souple, que l'on puisse former, transformer et étreindre à sa guise. Alors que les autres hommes, dans leur lutte contre le réel, l'affrontent en s'y adaptant sans trop de peine, c'est-à-dire en lui restant soumis dans la plus large mesure, et vont à leur but sans trop s'insurger de sa rigueur, le poète prétend, lui, le réduire absolument, et il ne peut bien entendu le faire que sur un autre plan et à l'aide des mots. Sur le plan où la chose cède le pas aux mots. Le réel, en effet, n'est jamais réductible que sur le plan de l'esprit, en rêve et en pensée.
Est-ce à dire que le poète est simplement cet être chimérique que certains croient et qu'il se contente de ce monde irréel plus ou moins nébuleux ou qu'il se satisfasse pleinement de mouvements imaginaires? Point du tout, car pour être poète, il n'en est pas moins homme, et homme plus parfait, parce que plus sensible au réel qui l'opprime, au lieu de le combler de sa seule donnée, il en éprouve plus que quiconque la servitude. Et c'est de cette servitude qu'il veut se libérer. Mieux, il s'efforce de la convertir et de la dominer. La poésie a sa source à ce point de contact douloureux du réel extérieur et de la conscience humaine, à ce point où l'homme se désole de constater la supériorité de sa conscience sur les choses qui n'en ont pas, et qu'elle soit en grande partie esclave de ces choses. Pour détrôner ces choses au profit de sa conscience, il les nomme, et en les nommant, il s'en empare et les domine. Mais il ne s'en empare et ne les domine qu'en les nommant comme il veut et en les pliant à sa volonté pour exprimer la réalité supérieure de son monde intérieur. Son monde est lui. En exprimant ce monde, qu'il vient par les mots dont il se sert à sa guise, insérer dans la réalité extérieure, il s'y insère lui-même selon le mode choisi par lui et s'impose parmi les autres choses comme il l'a voulu, comme il a pu, d'un mouvement qui lui est personnel et qui le délivre de cette servitude qu'il y avait insérée d'un mouvement fatal. C'est pourquoi l'évidence nous montre que le poète, l'artiste en général, le créateur de tout ordre, finissent par exister bien plus dans leur œuvre, à leurs propres yeux et aux yeux de leurs semblables qu'à eux-mêmes. Leur être vrai, leur être essentiel, qui compte et les transcende, ils l'ont projeté au dehors. Il n'y a pas d'image dans la nature. L'image est le propre de l'homme, car elle n'est image que par la conscience qu'il en a. Le contenu normal de la pensée est abstrait, informe et flou. L'opération par laquelle l'image se forme est un acte d'attention volontaire. Le poète, l'esprit du poète, est une véritable fabrique d'images. Et comme ce n'est pas l'usage utilitaire et matériel qu'il fait des choses qui nous intéressent, mais la façon dont son esprit les appréhende et ce en quoi il est capable de les convertir, c'est lui que nous voulons juger d'après le résultat de cette conversion, et qu'il nous donne la sensation, entre nous et les choses, d'un accord nouveau que, sans lui, nous n'aurions pas perçu. Les choses sont ce qu'elles sont, sans doute, et s'il s'agit de l'usage qu'on en peut faire ou de la vision directe qu'on en peut avoir, il n'est pas absolument indispensable d'y rien changer. Mais si l'on passe de la vision à l'expression, de la perception à la manifestation de l'effet produit en nous, tout se transforme. Et c'est à partir de là que l'acte poétique peut être défini. Or, le don poétique est expressément de ne pas prendre et de ne pas rendre les choses telles qu'elles sont, mais bien telles qu'en apparence elles ne sont pas, d'en faire des choses qui, au-dedans, ne seront plus du tout ce qu'elles sont au dehors dans leur propre domaine, mais telles qu'elles soient mieux conquises, et plus particulièrement, plus exclusivement adaptées au domaine du réel intérieur, qui est celui de l'homme, que lui seul a le redoutable privilège de connaître, mais qu'il ne connaît, quoique très mal, que par la confrontation la plus étendue et la plus persévérante avec le réel extérieur. Le mouvement poétique est dans cette tentative téméraire de transformer les choses du monde extérieur, qui, telles qu'elles sont, nous demeureraient étrangères, en choses plus complètement assimilables et que nous puissions le plus intimement possible intégrer. Dans ce mouvement, nous nous lions davantage aux choses et nous les rapprochons de nous. Cette communion, c'est plus que dans toute autre phase de l'opération poétique, dans la formation mystérieuse de l'image qu'elle a lieu. Certainement, il n'y a pas en poésie que l'image. Un poème n'est pas exclusivement composé d'images, encore qu'en lui-même,
Il constitue finalement une image complexe, inscrite une fois établie comme objet autonome dans la réalité. Mais l'image est par excellence le moyen d'appropriation du réel en vue de le réduire à des proportions pleinement assimilables aux facultés de l'homme. Elle est l'acte magique de transmutation du réel extérieur en réel intérieur, sans lequel l'homme n'aurait jamais pu surmonter l'obstacle inconcevable que la nature dressait devant lui. Le poète est un transformateur de puissance. La poésie, c'est du réel humanisé, transformé, comme la lumière électrique et la transformation d'une énergie redoutable et meurtrière à trop haute tension. Au réel vrai, le poète substitue le réel imaginaire, et c'est le pouvoir, ce sont les moyens d'élever ce réel imaginaire à la puissance de la réalité matérielle et de la dépasser en la réduisant en valeur émotive qui constitue proprement la poésie. Sans ce pouvoir de substituer au réel l'image qu'il s'en fait et d'établir son monde d'après cette image et non pas seulement d'après les données exactes du réel, l'homme en serait resté étroitement l'esclave et sa condition ne se serait pas élevée au-dessus de celle des autres êtres qui vivent ou végètent à son côté. C'est pourquoi il faut voir dans la poésie le plus haut et le plus efficace moyen de libération mis en œuvre par l'homme pour accomplir, malgré les asservissantes exigences de la nature, sa fabuleuse destinée. La sensibilité de l'homme est unique au monde de son ordre, on le sait, et que si la souffrance et la jouissance ne sont pas son exclusif privilège, la qualité de cette souffrance et de cette jouissance est portée à un degré d'intensité incomparable par la conscience qui lui en est donnée. Et il est fort probable que si le pouvoir de son imagination ne lui avait pas permis de tout réduire à l'image, pouvoir grâce auquel il a d'abord pu parer sur le plan matériel à la disproportion de ses moyens d'attaque et de défense contre les autres animaux mieux doués, il aurait bien pu être anéanti presque aussitôt qu'apparu à la surface de la terre. Mais c'est une autre défense qu'il a eu ensuite à exercer, contre lui-même, contre la formidable pression de sa propre conscience au spectacle de l'inextricable enchevêtrement des forces de la nature, à quoi il lui fallait coûte que coûte donner un sens et se fournir à lui-même une valable explication. Il n'était pas dans son espèce de rester infime et misérable au ras du sol. Il a levé les yeux. Il est allé d'un coup chercher son destin dans le ciel. Il a peuplé les forêts impénétrables, les mers infranchissables d'esprits créés à l'image du sien. Il s'est fait une compagnie d'élection d'êtres complices à qui il a délégué les puissances inconnues, inexplicables, aveugles, dont il subissait les outrages sans pouvoir les rendre ni les venger. Il s'en est fait des amis supérieurs ou des ennemis implacables. Il a créé les dieux, qui sont une image de l'homme tel qu'il a su se rêver. Il a imaginé les moyens de se les rendre propices par des sacrifices dont il puisait l'efficacité dans les ressources de son esprit. Ainsi, il a peu à peu compris à sa façon, ordonné, asservi la nature. Il y a pris son rang qu'il n'a jamais pu cesser de lutter pour garder. Tout cela est très communément admis pour les premiers, les anciens âges. Mais ce que je veux dire, c'est que cette obligation pour l'homme de faire face aux forces qui s'opposent à l'accomplissement de son destin n'a pas cessé, qu'elle ne cessera probablement jamais, et que le presque unique moyen dont il dispose pour triompher dans cette lutte est celui de l'imagination. C'est pourquoi il n'est peut-être pas si fou, ni si paradoxal qu'il peut paraître d'attribuer au poète, quel que soit le moyen d'expression par lequel il s'affirme dans l'art, le rôle le plus important dans l'activité déployée par tous les hommes, chacun à son rang et à son niveau,
pour la conservation, la tenue et la marche de l'humanité dans le monde. Sans doute, le poète n'est pas le seul créateur d'image. Il n'est pas le seul homme qui parle. Et comme le langage est image, tous les hommes sont, dans une certaine mesure, créateurs d'images, sans s'en douter. Mais le poète est précisément celui qui s'en doute et qui veut, par l'image, exprimer. Il est celui qui a décidé d'assumer l'entière responsabilité de la fonction de ce mystérieux mécanisme qui transforme une chose réelle en une autre qui ne l'est pas, mais qui, dans le domaine propre à l'homme, acquiert le magique pouvoir infiniment utile de lui rendre la réalité plus vivable. C'est lui qui, sensible aux rigueurs et à la saveur du réel plus que tout autre, saisit entre les choses les plus justes, les plus lointains, les plus mystérieux rapports. On a dit autrefois que tout homme porte en lui un poète mort jeune à qui l'homme survit. Je dirais que tout homme recèle en lui au moins des traces de poésie, et que, lorsqu'il va vers les choses, c'est grâce à ces traces de poésie qu'il porte en lui et dont il les pare qu'il y va avec plaisir. Parce que, comme il a mis la poésie dans le monde, l'homme sait pourquoi il doit à tout prix l'y maintenir. Il sait combien elle lui est utile, et son instinct et son intelligence le préservent de jamais pouvoir réellement croire à son inutilité. C'est quel est le plan où se libère sa conscience, où celle-ci cesse de se connaître seulement pour s'interroger, sans pouvoir se justifier, s'expliquer. Elle est l'état où ses facultés s'exercent sans le moindre souci d'agir pour autre chose qu'agir. Elle est l'acte pur, l'acte de suprême libération, le seul par lequel un homme, en tant que poète, puisse se donner profondément à lui-même le sentiment d'exister en toute liberté. La conscience spécifie l'homme, le degré de conscience spécifie le poète. La poésie a toujours été et sera toujours le plus noble exutoire de la conscience en malaise dans l'homme, au contact de la réalité hostile à son rêve divin de plénitude, de bonheur et de liberté. Doué de conscience et privé de poésie par quoi il la décharge et la libère, en s'exprimant, en dehors de toute contrainte, l'homme ne serait plus sur la terre que le plus misérable et le plus mal établi des animaux. On peut avoir un certain mal à imaginer combien les débuts de l'homme ont été rudes sur la terre. Nous ne vivons plus dans des grottes. Mais qui oserait soutenir que, à part de nombreuses commodités purement matérielles, sa condition morale soit devenue beaucoup moins aujourd'hui? Qui pourrait dire notamment que l'inextinguible besoin de liberté qu'il porte en lui a pu être dans n'importe quelle mesure satisfait? N'expérimente-t-il pas, au contraire, que les inlassables efforts accumulés tout le long de sa prodigieuse et harassante histoire n'ont abouti qu'à l'enchevêtrer toujours davantage dans une servitude plus hypocrite, mais qui, pour plus complexe et raffinée qu'elle soit, n'en est pas moins insupportable? La poésie semble bien donc devoir rester le seul point de hauteur d'où il puisse encore, et pour la suprême consolation de ses misères, contempler un horizon plus clair, plus ouvert, qui lui permette de ne pas complètement désespérer. Jusqu'à nouvel ordre, jusqu'au nouveau et peut-être définitif désordre, c'est dans ce mot qu'il faut aller chercher le sens qu'avait autrefois celui de liberté. Vous avez pu écouter, traité par l'auteur, La fonction poétique de Pierre Reverdy, qui maintenant, avec Alain Cuny, vous dira quelques-uns de ses poèmes. Chemin tournant. Il y a un terrible gris de poussière dans le temps, un vent du sud avec de fortes ailes, les échos sourds de l'eau dans le sort chavirant.
et dans la nuit mouillée qui jaillit du tournant, des voix rugueuses qui se plaignent. Un goût de cendre sur la langue, un bruit d'orgue dans les sentiers, le navire du cœur qui tangue, tous les désastres du métier. Quand les feux du désert s'éteignent un à un, quand les yeux sont mouillés comme des brins d'herbe, quand la rosée descend les pieds nus sur les feuilles, le matin à peine levé, il y a celui qui cherche une adresse perdue dans le chemin caché. Les astres dérouillés et les fleurs dégringolent à travers les branches cassées. Et le ruisseau obscur essuie ses lèvres fraîches à peine décollées. Quand le pas du marcheur sur le cadran qui compte règle le mouvement et pousse l'horizon, tous les cris sont passés, tous les temps se rencontrent. Et moi, je marche au ciel, les yeux dans les rayons. Il y a du bruit pour rien, et des noms dans ma tête, des visages vivants, tout ce qui s'est passé au monde. Et cette fête où j'ai perdu mon temps. Les traits du ciel, le feu qui danse, l'oiseau qui chante, le vent qui meurt, les vagues de la glace et les flots de rumeurs, dans l'oreille les cris lointains du jour qui passe, toutes les flammes lasses, la voix du voyageur. Toute la poudre au ciel, le talon sur la terre, l'œil fixé sur la route où les pas sont inscrits, que le nombre déroule aux noms qui sont partis. Dans les plis des nuages, le visage inconnu, celui que l'on regarde et qui n'est pas venu. Le cœur tournant. Il ne faut pas aller plus loin. Les bijoux sont pris dans la lyre. Les papillons noirs du délire remuent sans y penser la cendre du couchant. À peine revenus des voyages amers, autour des cœurs jetés au fond des devantures, sur l'avant-scène des prairies et des pâtures, comme des coquillages nus devant la mer. À peine remués par l'amour de la vie, des regards qui se nouent aux miens, des visages sans nom, des souvenirs anciens, diamants de l'amour qui flottent sur la lie. Pour aller chercher au fond dans la vase le secret émouvant du sang de mon malheur, il faut plonger la main aux racines du cœur, et mes doigts maladroits brisent les bords du vase. Le sang qui jette sur tes yeux ce lourd rideau, l'émotion inconnue qui fait trembler ta lèvre, et ce froid trop cruel qui emporte ta fièvre, froisse dans tous les coins le linon de ta peau. Je t'aime sans jamais t'avoir vu que dans l'ombre, dans la nuit de mon rêve, où seul je peux y voir. Je t'aime, et tu n'es pas encore sorti d'une ombre, forme mystérieuse qui bouge dans le soir. Car ce que j'aime au fond, c'est ce qui passe une fois seulement sur ce miroir sans teint, qui déchire mon cœur et meurt à la surface du ciel fermé devant mon désir qui s'éteint. Couple et cadence.
Le fil qui soutient l'univers vient de casser. Le fil qui soutenait la terre a été brûlé. Une étoile filante en passant l'a brûlé. Celui qui danse au fond du ciel, qui ne connaît pas la prudence, les lettres qui formaient des mots artificiels et qui pesaient dans la balance, celui qui ne tombe pas et regarde par terre, et l'autre qui regarde en l'air. Tous ceux qui sont là-haut et maintenant descendent, à leurs mains des anneaux, presque tous se ressemblent, et la lumière dans leurs mains tremble le soir plus qu'au matin, au moment où elle pleure, les étoiles sur le chemin, des souvenirs qui meurent. Le temps et moi, dans le sous-sol le plus secret de ma détresse, où le vice a reçu la trempe de la mort, je redonne le ton au disque, le refrain à la vie, un terme à mon remords. Dans le cercle sans horizon où se lamente la nature, si la chaleur qui passe du sang à ton esprit, tu pouvais suivre la mesure en te hâtant sans bruit au tournant de la peur. Tout ce qu'on m'a repris des roues de la poitrine, cette montre qui sonne l'heure sans arrêt, et la mer lueur qui coulait goutte à goutte, entre la main et l'œil, le chemin de la peau, la débâcle au bruit sec de la glace légère qui se brise au réveil. Je vais plus loin, la main tendue au mouvement inconscient de la pendule, une curiosité perçante au fond du cœur. Et pour toi, dans la tempe, le bruit sourd qui ondule des fièvres du péché à la laine des fleurs. Va et vient lumineux, ressac de la fatigue. Goutte à goutte, le temps creuse ta pierre nue, poitrine ravinée par l'acier des minutes. Et la main dans le dos qui pousse à l'inconnu. Encore l'amour. Je ne veux plus partir vers ces grands bols du soir, serrer les mains glacées des ombres les plus proches. Je ne peux plus quitter ces airs de désespoir, ni gagner les grands ronds qui m'attendent au large. C'est pourtant vers ces visages sans forme que je vais, vers ces lignes mouvantes qui toujours m'emprisonnent, ces lignes que mes yeux tracent dans l'incertain, ces paysages confus, ces jours mystérieux, sous le couvert du temps grisé quand l'amour passe. Un amour sans objet qui brûle nuit et jour et qui use sa lampe, ma poitrine si lasse d'attacher les soupirs qui meurent dans leur tour. Les lointains bleus, les pays chauds, les sables blonds, la grève où roule l'or, où germe la paresse, le môle tiède où le marin s'endort, l'eau perfide qui vient flatter la pierre dure, sous le soleil gourmand qui broute la verdure, la pensée accroupie, lourde, clignant des yeux, les souvenirs légers en boucle sur le front, les repos sans réveil dans un lit trop profond, la pente des efforts remis au lendemain, le sourire du ciel qui glisse dans la main, mais surtout les regrets de cette solitude, au cœur fermé, au cœur pesant, au cœur profond.
Jamais de la douleur prendras-tu l'habitude. Le cœur dur. Je n'aurais jamais voulu revoir ton triste visage, tes joues creuses et tes cheveux au vent. Je suis parti à travers champs, sous ces bois humides, jour et nuit, sous le soleil et sous la pluie. Sous mes pieds craquaient les feuilles mortes. Parfois la lune brillait. Nous nous sommes retrouvés face à face, nous regardant sans nous rien dire. Et je n'avais plus assez de place pour repartir. Je suis resté longtemps attaché contre un arbre, avec ton amour terrible devant moi, plus angoissé que dans un cauchemar. Quelqu'un, plus grand que toi, enfin m'a délivré. Tous les regards éplorés me poursuivent, et cette faiblesse contre laquelle on ne peut pas lutter. Je fuis rapidement vers la méchanceté, vers la force qui dresse ses poings comme des armes, sur le monstre qui m'a tiré de ta douceur avec ses griffes, loin de l'étreinte molle et douce de tes bras. Je m'en vais, respirant à plein poumon, à travers champs, à travers bois, vers la ville miraculeuse où mon cœur bat. Ainsi s'achève cette émission, au cours de laquelle Pierre Reverdy vous a tout d'abord entretenu de la fonction poétique, puis a dit avec Alain Cuny quelques-uns de ses poèmes.